Allez, pour les droits de l'homme et du Gondor. Et je sais que c'est un sujet qui, toi, te fait particulièrement réagir en plus. C'est bien, ça changera de la dernière fois. Donc, du coup, c'est sur la suspension du pass, dont beaucoup se réjouissent et dont toi, Je me méfie. tu te méfies, effectivement. Et alors, pourquoi? Alors, je me méfie de la suspension du pass. En fait, je me méfie surtout du terme suspension, puisque ça indique qu'a priori, à tout moment, le pass pourra être mis de nouveau d'aplomb en France. Et ce qui, selon moi, est une complète hérésie, et donc c'est le sujet aujourd'hui de notre conversation, pour tout un tas de raisons. Des arguments qui sont émis par le gouvernement et que j'aimerais, via cette conversation, peut-être déconstruire, et un petit peu, sans avoir la prétention d'avoir la science infuse, je pense pouvoir être en capacité de donner des pistes de réflexion, en tout cas, pour faire comprendre aux gens que c'est peut-être pas une bonne solution. Avant d'entamer plus loin le débat, j'avais simplement une question, c'est-à-dire que je n'ai pas trop regardé. La majorité des Français sont favorables à cette suspension en employant ce même terme ou ils ne le sont pas? De ce que j'ai compris, la majorité des Français sont favorables à cette suspension. À l'origine, ils étaient déjà favorables à l'instauration du pass sanitaire, mais avec le temps et puis avec aussi l'évolution de la pandémie, la position des Français évidemment s'est adaptée aussi, parce qu'on s'est rendu compte que le vaccin sur les contaminations était un peu moins efficace, voire beaucoup moins efficace que ce qu'on avait escompté. Et donc évidemment, ils étaient aujourd'hui, ils sont pour sa suspension. Le problème, c'est qu'encore une fois, il y a une ambiguïté sur ce terme suspension, puisque ça ne signifie pas suppression, et donc il va revenir, très certainement revenir, si on fait face à une nouvelle vague de la pandémie. Et tu disais l'efficacité du vaccin, enfin je me rappelle pas exactement de tes termes, tu disais elle a été remise en cause. Alors qu'est-ce que tu entends par efficacité du vaccin? Alors il y a plusieurs aspects du vaccin. Donc le premier aspect sur lequel on a beaucoup insisté, c'est comme je disais tout à l'heure, l'aspect de la contamination. Donc au début, dès l'été 2021, on nous a dit que le vaccin empêchait la contamination. Jean Castex l'avait clairement dit. Puis ensuite, c'est devenu le vaccin réduit de 11 fois les chances d'attraper le virus et de le transmettre. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte, surtout avec l'arrivée du variant Omicron, que ce discours-là n'était tout simplement pas vrai. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la protection contre les formes graves. On a vu que à court terme, a priori, c'est quelque chose qui se vérifie quand même. Il suffit de regarder les chiffres de l'adresse ou des hospitalisations. On constate qu'il y a plus de non-vaccinés dans les hôpitaux que de vaccinés. Donc ça prouve comme une efficacité du vaccin à court terme, quoique on constate qu'à long terme, l'efficacité a tendance à diminuer quand même. D'où l'intérêt des rappels. Et on constate aussi qu'avec les variants, même sur les hospitalisations, les chiffres se rapprochent, c'est-à-dire entre les non-vaccinés et les vaccinés dans les hôpitaux et en réanimation. Donc ça c'est intéressant. Et il y a également un point qu'il faut bien souligner par rapport à la communication qui est faite vis-à-vis de cet aspect-là, c'est que le gouvernement continue de surexagérer en fait la proportion de non-vaccinés dans les hospitalisations, dans les hôpitaux et en réanimation par rapport aux vaccinés, en disant voilà c'est 90%, 10%. Or en réalité, si on regarde encore une fois les chiffres de l'adresse de manière très objective, on n'est pas du tout sur ces proportions-là. Donc tes sources, c'est quoi et quelle date? Par rapport à l'efficacité des contaminations, il suffit de regarder donc Our World in Data. Si tu regardes par exemple à partir de cet hiver, en fait, tout simplement, en France, on a eu le plus gros pic de contamination au monde, en tout cas l'un des plus gros pics avec plus de 500 000 cas par jour à un moment donné, alors qu'on a un taux de vaccination qui est très élevé par rapport Et aux des cas autres pays. graves ou des cas normaux? Tout cas confondu. Là, je parle vraiment uniquement de l'aspect contamination, alors que voilà, on a un taux de vaccination très élevé et que on a mis en place un pass sanitaire très rigoureux. Voilà. Les gens l'ont plutôt bien respecté dans leur écrasante majorité. Donc ça, c'est une preuve, une première preuve que, en ce qui concerne les contaminations, le vaccin n'est pas très efficace sur ce point-là. Et donc, à ce titre, le pass sanitaire ne se justifie plus, puisqu'il ne permet plus de protéger les autres, mais simplement, le vaccin permet juste de protéger soi-même, ce qui est déjà pas mal. Et toi, tu estimes que quand il s'agit de se protéger soi-même, c'est à nous d'en décider, à la personne d'autre. Et certainement pas au gouvernement, du coup, j'imagine. En fait, en ce qui s'agit de se protéger soi-même, déjà, je pense qu'effectivement, la décision devrait nous incomber à nous et non pas au gouvernement, dans un premier temps. Dans un second temps, il faut aussi penser un peu à la balance bénéfice-risque du vaccin. Si tu regardes objectivement sur les données qui sont publiées, on s'aperçoit que les personnes qui sont le plus à risque vis-à-vis du Covid de mourir sont les personnes âgées et les personnes ayant des pathologies connexes. Par exemple, les personnes en surpoids, les personnes diabétiques, etc., etc. Donc, toutes ces personnes-là, effectivement, il est très important qu'elles se fassent vacciner pour leur santé et il faut inciter la vaccination pour ce type de profil-là. C'est clair et net.
Maintenant, pour la population générale, si on regarde plus précisément, on voit que depuis que la vague d'Omicron est arrivée, il y a eu, en dessous de 60 ans, 0% de morts dues à cause d'Omicron. Ce qui prouve bien que les personnes moins âgées sont moins à risque vis-à-vis de ce Covid. Et donc, étant donné que le vaccin, aujourd'hui, est encore en phase 3 d'expérimentation, ça veut dire qu'il est aussi en MM conditionnel. Les phases 3 d'expérimentation terminent, il me semble, en mai 2023, donc c'est pas pour tout de suite. Et c'est une phase qui est extrêmement importante quand on décide d'élaborer un médicament ou un vaccin. Puisque c'est pendant cette phase aussi qu'on va évaluer la balance bénéfice-risque en fonction des profils, qu'on va évaluer l'efficacité du traitement ou du vaccin. Pour les personnes qui ne sont pas à risque vis-à-vis du Covid, on peut considérer, en tout cas en fonction de notre condition, si c'est intéressant de se faire vacciner ou si c'est pas intéressant, puisque le vaccin comporte aussi un risque. Certes, très léger, très léger, on est d'accord, mais il y en a un. À partir du moment où le danger du vaccin peut éventuellement être supérieur à celui du virus, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque tu as moins de 60 ans et que tu n'as pas de comorbidité, les chances de mourir du Covid-19, surtout du variant Omicron, sont de 0%. Dans ce cadre-là, la balance bénéfice-risque doit être considérée et c'est libre à chacun de décider, ça devrait être libre à chacun de décider s'il veut se faire vacciner ou non. Alors évidemment, la question qui se pose de prime abord, comme ça, quand on entend ton discours, c'est comment les personnes elles-mêmes, ou avec l'assistance d'un médecin j'imagine, peuvent bien évaluer leur justement balance bénéfice-risque, lister l'inventaire de leurs causes de morbidité, etc. Ça nécessite, j'imagine, quand même des moyens humains et cliniques qui ne sont pas insignifiants. En quoi, du coup, le vaccin ne répondrait-il pas à cette exigence-là ? Est-ce que le vaccin déjà peut présenter vraiment des risques, tu vois, supérieurs à la contraction de la maladie pour un certain public ? Et quand bien même ce serait le cas, à partir de quand on peut être sûr que la personne soumise ou exonérée du vaccin correspond ou non à cette population-là ? C'est une question très intéressante qui, en deux parties, je vais répondre à la première. Donc, comment faire pour estimer si on est à risque ou pas ? Bon, déjà, il y a des choses qui sont... Enfin, quand on se connaît soi-même, on peut savoir. Donc, par exemple, si c'est du surpoids, on sait vite si on n'est pas en surpoids ou non, puisqu'effectivement, c'est un facteur aggravant pour le Covid-19. Si on est âgé, si on a du diabète, normalement, on est plutôt au courant. Il y a tout un tas d'autres facteurs. Si vraiment on est anxieux vis-à-vis du Covid, il y a le choix. On peut aller voir le médecin pour faire une analyse et puis se renseigner. Et sinon, on peut aussi se demander à ses parents, à ses proches, ou encore une fois, voir le médecin pour faire un état des lieux de sa santé. Et à ce moment-là, si on est serein, ça ne devrait pas être la peine de se faire vacciner systématiquement et de manière périodique avec un vaccin justement encore en AMM conditionnel. Et maintenant, encore une fois, c'est-à-dire que si vous êtes très craintif ou toi, t'as peur du virus, foncièrement, tu te dis j'ai aucune comorbidité, mais j'ai peur du virus et finalement il est quand même très dangereux ce virus. À ce moment-là, pour moi c'est très important que tu ailles te faire vacciner, puisque même sur ton mental, tu seras bien plus rassuré ensuite. Donc le vaccin, ça doit être pour moi un outil qui doit être ajustable. C'est pas un outil qu'il faut imposer à tout le monde, et certainement pas sous la forme d'un apartheid où tu divises les personnes en fonction de leur état de santé. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de la question. Sur les effets indésirables du vaccin, est-ce qu'on est sûr ? Est-ce qu'ils sont très graves ? À quelle fréquence ? Bon, c'est en train d'être répertorié. On se rend compte que tous les effets indésirables en fait, sont pas encore remontés pour plusieurs raisons. Parfois, on n'est pas sûr que ça vient du vaccin. Parfois, on ne recommande pas de faire remonter les effets indésirables parce que justement, on veut éviter de faire monter un peu une haine anti-vax, etc. Aussi disproportionné, mais il faut savoir raison garder et faire les choses correctement, de manière organisée, parce que les effets indésirables du vaccin, ils existent, aujourd'hui on le sait, il y en a qui sont plus graves, il y en a qui sont moins graves, ça va d'une fatigue pendant 5-10 jours à parfois des myocardites, parfois des problèmes de cœur, voilà. Enfin, myocardite, c'est pas très grave après. Mais bon. Ça dépend des myocardites. Ça dépend des myocardites, péricardites. Bon, après, je vais pas trop m'avancer là-dessus, parce que je suis pas médecin. Et je suis pas expert là-dedans, donc je vais pas m'éterniser sur cette partie-là. Toujours est-il qu'on sait qu'il peut y avoir des effets indésirables. Sur le long terme, on les connaît pas encore exactement. Donc j'ai entendu des scientifiques dire au bout de 2 mois, on s'est rendu compte que tous les vaccins qui avaient passé 2 mois d'expérimentation n'avaient jamais présenté d'effets indésirables graves. Pourquoi Moderna a été retiré du marché, partiellement retiré du marché ? Janssen, AstraZeneca. Pourtant, ils avaient passé 2 mois de tests. On se rend bien compte que parfois, à vouloir trop forcer un discours rassurant au niveau du vaccin, on se trouve face à face à des discordances évidentes et qui servent pas forcément le gouvernement.
Donc il faut savoir, voilà, raison garder, réfléchir. En pandémie, il ne s'agit pas de paniquer, de prendre des décisions n'importe comment. Il faut savoir, voilà, pour qui ça peut être intéressant, pour qui c'est moins intéressant de prendre le vaccin. Et surtout, ça coûte de l'argent, c'est le vaccin. Hein. C'est pas gratuit. La crise pandémique nous a coûté beaucoup d'argent. Donc si pendant tous les ans, je ne sais pas moi, combien de fois on doit se faire vacciner, mais si tu dois te faire vacciner 3 fois tous les ans, déjà en termes de logistique, c'est extrêmement dur à organiser. Et en termes de coûts, c'est extrêmement élevé pour l'État français. Sachant qu'on est déjà, comme j'ai déjà dit, très endetté. Toi, tu sembles quand même extrêmement hostile à ce type de politique et j'imagine que c'est pas simplement pécuniaire. Qu'est-ce qui te heurte le plus fondamentalement par rapport à la politique gouvernementale vis-à-vis de cette pandémie finalement? C'est quoi? C'est vraiment, c'est l'imposition. Enfin, déjà, on parle d'incitation. Pour toi, c'est une imposition, j'ai l'impression. C'est la restriction des libertés. C'est le fait qu'on nous empêche de considérer qu'on peut bien penser alors qu'on a le droit de voter dès 18 ans sans quoi que ce soit, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui te heurte le plus fondamentalement et pourquoi? Alors il y a l'aspect, effectivement, d'obligation sur un vaccin qui est encore en phase 3 d'expérimentation. Je me répète, c'est vérifiable, sur Internet, c'est accessible pour tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Donc, encore une fois, balance bénéfice-risque. Je ne vais pas revenir sur ce discours-là, mais on n'oblige pas les gens à se faire vacciner sur un vaccin qui n'a pas terminé toutes ses phases d'expérimentation. Ça, normalement, c'est pas possible. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et moi qui m'a beaucoup choqué, c'est le fait de monter une population contre l'autre pour faire passer des lois. Il y a un moment, Olivier Véran au Sénat qui a dit que pour faire passer certaines lois sur le pass vaccinal ou pass sanitaire, il regardait tout le temps les opinions qui étaient, les sondages qui étaient faits vis-à-vis de l'opinion et vis-à-vis du pass. C'est-à-dire qu'en gros, dès que les gens ils sont un peu moins d'accord, je fais plus attention, et puis tant qu'ils sont d'accord avec moi, je continue presque parfois à faire une propagande. Et je maintiens le terme en disant tout et n'importe quoi vis-à-vis de ce vaccin, en étant beaucoup trop élogieux. On peut être élogieux vis-à-vis de certains points. Le vaccin, c'est pas le diable. Il y a des choses très bien chez Pfizer, encore une fois, pour les personnes à risque. C'est extrêmement important et on a la chance de l'avoir. Maintenant, pour revenir sur l'aspect de propagande, là où je voulais en venir, c'est, comme je disais tout à l'heure, Jean Castex qui annonce au JT que les vaccinés ont 11 fois moins de chances de transmettre le virus. C'est un mensonge éhonté. Et même cet été, il suffisait de se renseigner, même avec le variant Delta, pour savoir que c'était faux. Et pourtant, j'ai entendu, je ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont répété ce mensonge, me le répéter sans arrêt, comme si c'était une vérité générale, alors que pas du tout. Et si on s'intéresse un petit peu aux études qui ont été faites, c'est quelque chose qui est faux et ça fait partie en fait de toute cette propagande qui a été en place. Mais il y a eu tout un tas d'autres éléments qui ont été mis. Et moi personnellement, dans mon pays, je trouve ça scandaleux et triste, déplorable que des journaux comme Libération, comme Le Figaro, comme France Info ou les médias, pardon, diffusent la parole publique ou la défendent coûte que coûte sans la questionner dans des périodes aussi difficiles que celles qu'on est en train de vivre. Alors, j'ai deux questions. Alors, premièrement, est-ce qu'actuellement, on est sûr véritablement de ce que le vaccin nous prémunit au mieux des formes graves du virus? Est-ce qu'on est sûr de ça au vu de la multiplicité de variants qui existent, au vu de l'accoutumance que la population a pu avoir vis-à-vis de ce virus, donc un potentiel développement immunitaire? Et la deuxième question, c'est par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Est-ce que vraiment le gouvernement a menti quand il a évoqué ce qu'il avait évoqué initialement sur on a 11 fois moins de chance, etc. Ou simplement ne s'était-il, un, pas assez renseigné et ou deux, n'avait pas assez d'informations à cet égard? Voilà, c'est les deux questions que je te pose. Concernant la protection du vaccin, encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais vis-à-vis des données qu'on a à notre disposition... Tu parles des formes graves, là, c'est ça? Oui, par rapport aux formes graves, exactement. À court terme, en tout cas, il semble qu'il soit efficace. Par rapport aux données qu'on a eues de l'adresse, à long terme, si on regarde sur des données un peu plus proches... On est sûr que c'est la cause. On est sûr de ça. Que c'est le vaccin qui nous protège des formes graves. Et pas une autre cause. Pas une cause exogène. C'est-à-dire pas le développement immunitaire qu'on a pu connaître parce qu'on a plus ou moins tous été contaminés. Pas le fait que le variant soit moins virulent parce que l'intérêt d'un virus, c'est de développer des variants de moins en moins dangereux. Donc est-ce qu'on est sûr que c'est dû au vaccin? Est-ce que toi tu en as convaincu? Et si oui, pourquoi tu l'es? Ce qui permet d'affirmer que le vaccin est efficace, c'est quand tu regardes la proportion de vaccinés contre la proportion de non-vaccinés. Comme je disais tout à l'heure, elle a été exagérée par l'État sur les non-vaccinés en réanimation et hospitalisés. Mais a priori, s'il n'y a pas eu de biais statistique dans la manière de rapporter les cas hospitalisés,
Normalement, on constate que le vaccin quand même est efficace contre les formes de graves parce qu'on constate qu'il y a moins de personnes en hospitalisation, en réanimation, vaccinées. Voilà. Maintenant, il faut faire toujours attention parce que les données, les chiffres peuvent être manipulés. Bon, j'irai pas jusque-là parce que là on traiterait de complotiste et j'ai envie de croire, enfin personnellement, je crois jusqu'à aujourd'hui à l'efficacité du vaccin contre les formes graves. Ensuite, on verra contre les autres variants ce que ça donnera. Pour la deuxième question, qui concerne donc la communication qui a été faite par l'État par rapport à la protection de ce vaccin. S'ils ne savaient pas, parce que tu dis peut-être qu'ils ne savaient pas, donc ils ont communiqué un petit peu à la louche. Quand on a des responsabilités pareilles, on ne communique pas n'importe comment, on réfléchit. Quand on s'exprime devant des millions de Français. Je rappelle quand même qu'on a eu un porte-parole du gouvernement qui s'est masturbé devant son téléphone, et en envoyant la vidéo à quelqu'un, à une tierce personne. L'argument est du coup envisageable, me semble-t-il. Moi, je les pense vraiment nuls. Ah oui. Je les pense nuls, bêtes, stupides, et je le dis en pesant mes mots. Je pense que moi et certaines personnes de mon entourage seraient meilleurs gouvernants que, ouais. Non pas parce que nous sommes bons, hein. Je les pense vraiment mauvais. Vraiment. 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 Et pour beaucoup incultes qui sont venus que par le copinage, le réseau et tout, mais qui n'ont vraiment fourni aucun travail, aucun effort, et qui sont incroyablement médiocres. Je le crois vraiment. C'est pour ça que je te dis ça aussi. Je suis complètement d'accord, vraiment, à 100%. Et ce qui m'inquiète, c'est que aujourd'hui, les Français, de manière générale, enfin, je veux dire, peut-être trois quarts des personnes avec qui je discute trouvent des circonstances atténuantes à ce gouvernement et disent que finalement, ils ont plutôt bien géré cette crise. Et ils le pensent sincèrement au fond d'eux. C'est ça que je trouve inquiétant, ça veut dire que juste vis-à-vis de ce qu'ils lisent dans les médias, ou ils entendent, je sais pas, entendent ou lisent dans les médias, ils vont avoir une opinion très facilement influençable vis-à-vis de ce gouvernement, ils vont être très cléments finalement, alors qu'il y a eu un tas d'erreurs qu'on peut à peine, je sais même pas si on peut le décompter. Et comment tu l'expliques ça? Comment tu l'expliques que des gens puissent être mis au courant, puissent constater certaines erreurs et continuent bec les ongles de défendre une position qui semble indéfendable? De plusieurs manières. Déjà, les gens sont craintifs vis-à-vis du Covid. De manière générale, pas tous, mais beaucoup. Même là, on voit que le masque est plus obligatoire dans la rue. On voit encore des gens se battre avec le masque dans la rue. Bon. Le peuple, quand les gens ont peur, ils sont beaucoup plus facilement influençables et sont, je pense, plus tolérants vis-à-vis de l'autorité. Et donc, si cette autorité s'est trompée, et surtout, là où ils sont forts, c'est dans leur communication, ils continuent, même sur certains mensonges, à garder le cap. En fait, parfois, on voit une dissonance cognitive sur certains sujets. Quand tu leur mets la vérité en face, ils vont toujours trouver un moyen de donner raison au gouvernement, alors que factuellement, on peut montrer qu'ils se sont trompés. Tu vois, il y a plusieurs exemples d'ailleurs aussi de rétropédalage du gouvernement entre Gabriel Attal, Macron, Castex et Véran évidemment. Il y en a deux moi qui m'ont beaucoup marqué vis-à-vis du pass sanitaire. Gabriel Attal, lors d'une interview avant que le pass sanitaire soit mis en place, nous explique qu'il ne sera justifié que dans la mesure où il empêche les contaminations. Le vaccin empêche les contaminations. Là, il le dit mot pour mot. Bon. Quelques mois plus tard, ça a été complètement oublié. Olivier Véran, je ne vais pas revenir sur toutes ses déclarations. Au départ, il était contre un pass sanitaire. Il disait qu'il ne fallait pas utiliser un outil qui différencierait les gens en fonction de leur état de santé. Bon, il est complètement revenu dessus. Et aujourd'hui, quand on lui en parle, il dit oui, mais vous savez, c'était il y a longtemps, il y a un an. Aujourd'hui, la situation a changé. À partir du moment où tu ne peux plus faire confiance à la parole de ton gouvernement sur des choses aussi importantes, comment tu peux lui faire confiance pour gouverner un pays correctement? Je suis d'accord. Non, mais lui, il aurait dû être viré, hein. Franchement, il aurait dû être remplacé. Et il est protégé. Non, mais on va pas parler de ça, c'est pas le sujet, ouais. mais c'est une objection. Est-ce que tu penses également, parce qu'initialement, tu avais parlé de suspension du pass, tu disais que tu étais contre ce terme, parce que tu opposais à suppression. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais j'aimerais bien que tu développes. Donc, tu as peur que
que ce terme soit employé dans un intérêt électoral, en fait. Déjà, ça questionne. Quand tu vois que même en Israël, le premier pays qui a instauré le pass sanitaire, le pass vaccinal, le pass sanitaire, ça a sauté depuis un bal lurette. En France, on est parmi les derniers. Il y a encore l'Italie, il me semble, et quelques pays, mais on fait partie des pays qui ont appliqué ça le plus rigoureusement. Et comme par hasard, voilà, ça tombe à ce moment-là, juste avant les élections. Et ce que je crains également, et j'en suis presque persuadé, c'est qu'une fois qu'il aura été élu, Emmanuel Macron va continuer dans sa logique sanitaire, et donc dès qu'il en aura l'occasion, remettra cette outil en place. Moi, j'y vois une contradiction, enfin, apparente en tout cas, désamorce-la si tu le peux, mais tu me dis que les gens sont majoritairement favorables à ça. Donc, du coup, il n'y a pas d'intérêt électoral. Ils devraient continuer d'avoir une position collapsologue, catastrophique, etc., catastrophiste, pardon, etc., si la majorité du peuple y consent. Donc si la majorité du peuple y consent et que lui il parle de suspension contre leur volonté, où donc est l'intérêt électoraliste? Alors, c'est une très bonne question. J'avais expliqué un petit peu en préambule qu'en gros, à l'époque, les gens, comme je l'ai dit, étaient favorables au pass sanitaire. Et qu'aujourd'hui, en majorité, ils étaient favorables à sa suspension. Donc, et qu'à la lumière, en fait, des évolutions vis-à-vis de l'efficacité du vaccin, notamment vis-à-vis des contaminations, etc. Donc favorable à sa suspension. Hein. Ils sont favorables. Alors, après, je sais pas, j'ai pas tous les sondages, mais il me semble de ce que j'ai vu, moi, personnellement, ils sont favorables à la suspension. Pas à la suppression. Pas nécessairement la suppression. Et pourquoi ? Parce que justement, ils ont une confiance presque aveugle en ce gouvernement, finalement, qu'ils trouvent très compétent. Les gens, quand on discute dans la rue, les gens trouvent Macron extrêmement compétent. Et donc, cette suspension, ils vont être favorables, certes, mais pas de manière à s'opposer à Macron, non. Mais parce que là, selon eux, l'épidémie, la courbe de l'épidémie est en baisse, se justifie, et bah, forcément aussi, j'espère, pour des raisons philosophiques. Mais c'est pas du tout en contradiction avec le pass, c'est plus en accord avec le gouvernement, avec sa politique. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec ce qu'il fait, avec ce qu'il communique, et donc finalement, on suit juste un petit peu un fil rouge qui nous est proposé. D'accord, donc si je te comprends bien, en gros, en fait, c'est pas tant le thème qui concerne leur approbation, c'est la personne qui défend le thème. C'est la personne ou l'entité, on va dire. Oui, non, mais bien sûr, c'est ça, exactement. D'accord. Selon moi, en grande partie, je veux dire, pas pour tout le monde, et heureusement, Dieu merci. Il y a aussi des personnes qui vont être plus mitigées vis-à-vis de ça et qui vont se poser davantage de questions. De manière générale, il y a une grande clémence et une grande adhésion, en fait, de fait, de cette épidémie qui fait peur. Et donc... Comment tu l'expliques alors ça, qu'il y ait autant d'adhésion justement, malgré tous ces soubresauts gouvernementaux qui peuvent être expliqués par la méconnaissance de la pathologie nouvelle, je ne dis pas, mais aussi parfois peut-être un peu par leur incurie, leur impéritie. Comment t'expliques que cette adhésion continue d'être majoritaire sans évoquer le cas de l'Ukraine qui a rehaussé Macron pour des raisons complètement contingentes, mais comment t'expliques ça? On ait eu droit au chaud, froid, c'est grave, c'est pas grave, on enlève le masque, on remet le masque sert à rien. Comment t'expliques ça? Pourquoi il y a autant d'adhésion? L'adhésion à la politique de Macron, au personnage, au pass sanitaire Bah moi je parlais que de ce thème-là hein, de base, mais enfin peut-être que peut-être que ça recouvre quelque chose de plus général. Si c'est le cas, explique-moi aussi. Mais moi, je pense que Macron est très bon en communication et qu'il a il a les médias de manière générale qui le suivent beaucoup dans sa communication et dans ce qu'il a envie dans l'image qu'il a envie de donner aux Français. Si tu regardes aujourd'hui, c'est presque caricatural, mais tu as l'impression que c'est le père de la patrie tu parlais de la Russie, qui protège les Français et l'Europe face au grand méchant Poutine. Bon, en réalité, si tu te poses 5 minutes et que tu réfléchis, tu te rends compte qu'il n'a pas du tout l'impact qu'il s'attribue lui-même. Mais sauf que visuellement et de par ce qu'on leur communique, les gens reçoivent comme information via les médias mainstream, entre guillemets, il y a toute une stature qui est établie autour de Macron et tout un mythe presque, parfois. Tu vois, même sa manière de parler, quand tu regardes vis-à-vis des autres candidats, il se met au-dessus de la mêlée sur tout un tas de sujets, sur les débats, voilà, bon. Et donc tout ça joue en sa faveur et tout ça lui donne une stature de président indétrônable et parce que grâce en fait à tous les éléments que j'ai expliqués juste avant. oui, et puis rappelons qu'il refuse de participer à un débat avant que le premier tour n'ait été résolu, hein, quand même aussi, c'est vrai.
et qu'il a déclaré sa candidature par simple missive aussi. Tout à fait. Et donc toi, sur le pass, bon, j'ai compris tout ce qui tout ce qui te disconvenait. Donc premièrement, je pense que le premier argument pour toi, c'est quand même le fait que on n'est pas trop sûr qu'il soit toujours bénéfique selon la partie de la population à laquelle on l'administre. Tout à fait. J'ai bien compris. Exactement. Et puis en un deuxième sens, tu évoques aussi la liberté individuelle, c'est-à-dire que tu dis quand bien même il pourrait m'être très utile, si je refuse malgré tout, bah, mon avis est entendable. Ce qui peut renvoyer à la question de l'euthanasie, mais c'est pas le sujet. Comme je pense que la majorité des gens, en vérité, sont pas concernés par l'efficacité du pass. Je pense que les comorbidités, qu'elles soient sues ou pas par les propres individus, je pense que ceux qui ont des risques réels de mourir suite au Covid sont plutôt minoritaires. Alors pourquoi ils sont aussi majoritaires, ceux qui pensent qu'il leur est bienfaisant? Déjà, il faut savoir que donc, psychologiquement, le pass sanitaire donne une impression de sécurité aux personnes qui les emploient. Parce que, bon, il y a tout un tas de processus. Mais le fait de te dire, je rentre dans un lieu, dans ce lieu-là, tout le monde a bipé vert, tout le monde est vacciné, tout le monde est protégé, tous vaccinés, tous protégés, hein, c'est le slogan du gouvernement. Ça donne une impression en fait d'être intouchable vis-à-vis du Covid. Et c'est une fausse impression et c'est une impression qui peut être très dangereuse en fait. Si tu regardes objectivement, si tu n'avais pas de passe pour entrer dans peu importe quel établissement, tu te méfierais, peu importe la personne qui tu as une interaction et peu importe le lieu, à faire attention quand même aux gestes barrières. De manière générale, les gens le font en tout cas. C'est quand même important, surtout quand on est dans des lieux clos avec beaucoup de monde. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'effet passe sanitaire, en fait, c'est aussi l'effet qui estompe les gestes barrières, tout simplement. Et j'ai une anecdote personnelle vis-à-vis de ça. J'ai un ami à moi qui revenait des États-Unis, que j'ai hébergé pendant 2 jours, qui lui est vacciné, plutôt favorable, me semble-t-il, à l'action du gouvernement contre le virus. Et au moment où il est arrivé, avant qu'il arrive chez moi, du coup, je lui ai dit, fais attention quand même à pas trop fréquenter de gens pour éviter de ramener le Covid. Il m'a dit, ne t'en fais pas, je ne fréquente que des lieux soumis au pass sanitaire. J'ai dit, tu sais, le pass sanitaire n'empêche pas les contaminations. C'est à quoi il m'a répondu, this is what they say. Sous-entendu, c'est ce que ceux qui se méfient et qui ne croient pas le gouvernement disent. Donc en gros, le pass sanitaire fonctionne presque à 100%. Ouais. C'est un type qui travaille à San Francisco dans l'intelligence artificielle, tu vois, donc c'est pas le dernier des idiots a priori, de manière générale en tout cas. Bon, résultat des courses, il est arrivé 2 jours après en ayant fait des soirées dans des bars, etc., que des lieux soumis au pass sanitaire. Le lendemain de son arrivée chez moi, il m'annonce qu'il était positif au Covid et donc on s'est isolé ensuite. Voilà. Bon, l'anecdote, tout ça pour dire que le pass sanitaire donne vraiment un faux sentiment de sécurité. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, ce que je dégage simplement de ta démonstration, c'est le pass sanitaire désamorce indûment des craintes, en gros. Exactement. Et donc, du coup, les gens prennent des libertés que peut-être même hors période sanitaire, ils ne se permettraient pas d'avoir, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'il y a aussi une illusion de la maîtrise faite par toute une procédure administrative. C'est-à-dire que comme c'est bien organisé, comme tout le monde est vacciné, comme on est dans des bars, machin, tout le monde badge, comme si nous étions des codes barres, il y a une illusion par ce mécanisme administrativiste qui rassure les personnes. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire en C'est fait exactement ça, et c'est ça qui favorise aussi la diffusion du virus, puisque quand on est rassuré, en fait, on fait moins attention justement aux gestes barrières. Tout à fait. Donc c'est contre-productif, quoi. C'est ce que Exactement, c'est contre-productif, et en plus d'être contre-productif, c'est évidemment gravissime, hein, le pass sanitaire, puisque bah, tu as une partie de ta population que tu mets au banc de la société, que tu considères comme un sous-citoyen. Hein. Il a presque insinué ça, Macron. Je suis d'accord avec ça, mais alors du coup, la question que ça pose, et ça mériterait d'être dit, c'est... Alors toi, malgré le fait que tu sois assez vaccinosceptique, au niveau des gestes barrières et tout, du coup, si j'ai bien compris, tu es plutôt respectueux. Je suis très respectueux des gestes plutôt barrières. Scrupuleux. Bien sûr, très scrupuleux des gestes barrières, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un moyen très efficace de lutter contre l'épidémie, bien plus que le pass sanitaire. Il faut, bien sûr, C'est intéressant. il faut pas les faire à outrance. Il y a des gestes barrières qui vont être plus efficaces que d'autres. Quand on dit rester sans arrêt à 2 mètres, des choses comme ça, c'est bien, hein, il faut le faire. Si possible, quand on ne connaît pas les personnes. Il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre, il faut aussi savoir vivre, apprendre à vivre avec le virus, en fait. C'est pour ça qui est très important. Mais sans forcément, dans l'objectif de faire passer des politiques contraignantes,
désigner un bouc émissaire. Parce que je veux dire, les non-vaccinés, quand même, ils en ont pris plein la gueule. Et la manière dont l'État a essayé de le justifier, la manière dont il a imposé le pass sanitaire sans que personne ne bronche, ou très peu de gens bronchent, voire avec une adhésion assez majoritaire. Insuffisamment, dirons-nous. Ouais, insuffisamment, vraiment. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant, et aujourd'hui encore, les gens s'en émeuvent pas plus que ça, même du pass vaccinal. Pas en majorité. Sinon, Macron serait pas en tête de pas en sondage. majorité, non. Mais parce que les hommes d'action sont toujours minoritaires, indépendamment de la cause, qu'elle soit majoritairement ou minoritairement approuvée. C'est juste qu'il faut se bouger. Et on est toujours minoritaire quand il s'agit de se bouger. C'est vrai. Du coup, sur tes autres arguments par rapport à l'incitation vaccinale qui ne semble pas opportune, est-ce que tu as un avis sur une incitation que moi j'ai connue véritablement? Et je pense que si j'avais pas eu cette expérience-là, peut-être ne me serais-je pas fait vacciner, ou du moins pas si rapidement. C'est que moi j'ai ma grand-mère qui a fait un AVC et tout, et donc du coup elle est passée d'hôpital en EHPAD, etc. Et effectivement pour lui rendre visite, et j'étais obligé de lui rendre visite, tu te doutes bien, j'ai été contraint de fait en fait à la vaccination, ou du moins à me procurer un faux pass, mais c'est pas ce que j'ai fait évidemment, et je n'encourage personne à le faire. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses de ça philosophiquement en fait? T'en penses quoi? Déjà, il faut savoir que le gouvernement, lorsqu'il a fait passer le projet pour le pass vaccinal pendant l'été, le Conseil d'État a stipulé avec insistance que le pass sanitaire ne saurait constituer une incitation à la vaccination. Donc, il ne se justifie pas pour inciter les gens à se vacciner. Or, aujourd'hui, dans ta situation, c'est une réelle incitation à se faire vacciner, presque, en fait, tu n'as pas le choix. Et c'est le premier point, et tout à fait, moi je trouve ça tout à fait scandaleux. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est que, étant donné qu'on constate que l'effet sur les contaminations n'est plus constaté. C'est-à-dire que le fait d'être vacciné n'empêche pas de contaminer autrui. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui. Le nouvel argument qui est utilisé par le gouvernement, c'est de dire les non-vaccinés encombrent les hôpitaux, et à ce titre, le pass se justifie puisqu'il les incite précisément à se faire vacciner et donc à ne plus encombrer les hôpitaux. Donc si j'ai bien compris ta logique, tu estimes qu'en fait, ils vont d'arguments forts en arguments faibles en constatant que les arguments forts initialement exposés en fait étaient contredits par les expérimentations. C'est-à-dire, au début on nous dit ça protège des contaminations, on constate que ça protège pas, après ça protège des formes graves, nanana, et on est toujours dans cette espèce de course vers le bas, quoi. Exactement. En fait, la réalité est en train de déconstruire toutes ces idées qu'on a eues autour du vaccin, où on se disait finalement, c'est la baguette magique. Alors, encore une fois, c'est un très bon outil, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul qu'on doit utiliser, et surtout pas uniquement celui-là, surtout quand il ne se justifie pas. Et on s'est rendu compte que c'était pas la baguette magique, et que il avait tout un tas de défauts aussi, ce vaccin, qui n'empêchait pas les contaminations. Et donc, effectivement, il y a des crescendo en termes d'arguments, et il faut trouver absolument une raison pour ce pass sanitaire. Et alors, est-ce que, par rapport à cette argumentation des crescendo que tu viens de décrire, est-ce que le rapport à l'approbation et à la désapprobation du pass vaccinal a changé, argumentativement parlant, ou plutôt pas trop? C'est-à-dire, est-ce que le pourcentage de personnes qui adhèrent au pass vaccinal, il a augmenté ou diminué? Ou plutôt est-il resté stable? Mais quand bien même il y aurait un différentiel ou une équivalence, est-ce que les arguments qui sont avancés sont différents, ou ils restent ceux du début, auquel cas ils sont plus valides par rapport à ce qu'on a découvert, ou est-ce que justement ils modifient leurs avis en fonction de la modification argumentative gouvernementale? C'est intéressant. Par rapport à la position du gouvernement, elle a un petit peu évolué. Allez, au début, c'était pour protéger les autres qu'il fallait se faire vacciner. Maintenant, c'est juste pour nous-mêmes. Ça va dépendre aussi des personnes du gouvernement. Il me semble que Jean Castex, encore en décembre, disait que ça empêchait, ça divisait chance de contamination. Il me semble, c'est complètement faux. De manière générale, maintenant, ils communiquent surtout sur les hospitalisations. Donc le discours a changé, et l'adhésion, me semble-t-il, je vais pas mentir, j'ai pas regardé les sondages, les opinions, mais de manière générale, on voit quand même que l'adhésion diminue, mais assez faiblement. Et pourquoi je dis ça? Si les gens étaient vraiment opposés au pass et qu'ils le craignaient vraiment et qu'ils trouvaient vraiment que ce pass était injustifié, Macron serait pas aussi haut dans les sondages. Pour moi, c'est pas possible. En tout cas, je trouve ça bizarre. Il y a d'autres raisons aussi. Surtout actuellement, là, tout de suite. Alors, oui, mais pour moi, ces autres raisons ne devraient pas interférer. Dans le sens où la France, certes, en étant un pays membre de l'Union européenne,
se positionne vis-à-vis de l'invasion de l'Ukraine. Maintenant, la France n'est pas l'Ukraine, là on s'implique beaucoup, mais en réalité, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron sera le fusible qui fera changer Poutine de fusil d'épaule et qui va sauver tout le monde. Non. Donc pour moi, c'est une fausse raison. Et si on se focalise essentiellement sur la France, de manière très égoïste, hein, le pass sanitaire, pour moi, ça reste un sujet extrêmement important. Et encore une fois, la France fait partie des pays qui a été le plus strict sur les restrictions qui ont été imposées à la population. Donc, dans le cadre des élections, je trouve que ça devrait interroger bien plus que ça n'interroge actuellement nos chers concitoyens. Tu considères qu'en gros, on se laisse emporter par le conflit ukrainien et que c'est ça qu'emporte les voix à la hausse pour Macron, qui s'en sert d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'il prend l'élection autant à la légère en ce moment, hein. C'est très cynique, hein, d'ailleurs, c'est extrêmement cynique. C'est extrêmement cynique, tout à fait. Et qu'on se désintéresse, on occulte le problème sanitaire auquel je pense aussi beaucoup se sont accoutumés. Je pense que c'est un problème que tu n'as pas évoqué, qui mériterait d'être souligné, c'est l'accoutumance du peuple, tout simplement. Peut-être qu'au début, il y avait des raisons X ou Y, elles ont marché ou pas marché de manière ponctuelle, mais le simple fait qu'on s'y soit accoutumé, eh bien finalement, a désacralisé le problème parce que il est intégré. Je pense qu'il n'y a pas plus grande tyrannie, moi, à titre personnel, que celle de l'habitude, hein, finalement. Je crois que ça tient en grande partie à ça, moi. Je trouve ça extrêmement inquiétant également. Pour revenir, je vais répondre sur ce point, mais c'est juste pour faire un pont entre guillemets entre les deux propos, entre Macron dans les sondages et l'accoutumance du peuple au pass sanitaire. Et si tu regardes, même avant le conflit en Russie, Macron était quand même très haut dans les sondages. Il était déjà presque à 23, 24, là il monte à 30 grâce au conflit. Mais il était déjà très très haut. Donc il a pris 6 points quand même, c'est énorme. C'est colossal. Déjà à l'époque, même avant ce conflit, il y avait quand même un bloc qui était d'accord avec toutes ces restrictions et qui les questionne très peu et qui les justifie, qui va même jusqu'à les justifier. Alors, il peut y avoir des raisons qui les justifient, mais d'après ce que je viens de dire auparavant, il me semble que faire un apartheid et de séparer deux populations explicitement non vaccinées juste sur un état de santé, ça me paraît gravissime et les gens devraient réellement se poser la question de sa justification. Pour moi, c'est vraiment un élément clé et gravissime. C'est même plus qu'un état de santé, c'est une suspicion d'avoir un état de santé mauvais en raison de l'absence de la vaccination. Or même que dans certains articles de loi, par exemple en droit du travail, etc., les discriminations ne doivent pas être fondées sur l'état de santé ou l'état de grossesse pour les femmes, etc., ce qui en fait partie. Et là, on est vraiment... On a brûlé une étape, quoi. C'est-à-dire maintenant, c'est plus simplement sur l'état de santé avéré, c'est sur l'état de santé présupposé en raison d'une absence vaccinale qui est censée être un acte thérapeutique auquel le patient doit être amené à consentir ou pas. Tout à fait. Et donc on nous refuse l'absence de consentement et on juge, pas délictuel ou criminel, mais en tout cas malséant, méséant, le fait de s'y soustraire. Tout à fait. Ce qui est quand même très inquiétant et qui pourrait se déployer dans d'autres secteurs. Exactement. Et c'est là où je voulais en venir, justement. C'est ce qui est inquiétant. La stratégie du gouvernement aujourd'hui, donc, qui n'est plus basée sur les contaminations, elle est basée sur l'encombrement des lits d'hôpitaux. Sous-entendu, les non-vaccinés sont des irresponsables qui encombrent nos hôpitaux et à ce titre, ils doivent être mis au banc de la société. Bon. Si on commence à réfléchir comme ça, si on va au bout de la logique de Macron, qu'est-ce qui pourrait être mis en place sur la base de cette logique ? Les personnes en surpoids. On pourrait avoir un pass pour les personnes en surpoids, les empêcher d'aller au McDo, je sais pas. De prendre le métro, moi ça m'arrangerait. Les personnes qui fument. Elles mettent leur vie en danger, elles n'ont plus accès à... Est-ce qu'on devrait leur faire payer leurs soins ? Ou alors est-ce qu'on devrait leur couper l'accès à certaines zones ? Les personnes qui conduisent en état d'ivresse, qui engendrent des accidents, est-ce qu'elles aussi, on devrait... Voilà. Donc sur toute une partie de la population, on pourrait finalement intégrer à ce pass tout un tas de mesures en suivant la logique qui est avancée par le gouvernement, une réflexion et une justification à l'exclusion d'une partie de la population sous des prétextes sanitaires. Ou simplement, mais hygiénique. Oui, tout à fait. D'autant que, comme je disais tout à l'heure, le vaccin est en cours d'AMM conditionnel, d'autorisation de mise sur le marché conditionnel. Ça ne signifie pas une efficacité certaine. On parle là bien d'une présomption d'efficacité, ce qui signifie que ça reste encore à prouver et que la phase 3... La preuve du contraire peut être rapportée. Peut être rapportée dans le futur et puis en plus par d'autres variants, éventuellement.
Mais on sait pourtant que les variants successifs sont censés être de moins en moins dangereux. Un variant, souvent, ils sont plus contaminants, mais moins dangereux. J'ai entendu ça aussi. Après, je me méfie. J'en ai parlé avec un ami qui a fait 10 ans d'études de médecine l'autre jour et qui me soutenait qu'au final c'était plutôt aléatoire et que lui n'était pas persuadé de ça. Et des bruits que j'ai entendus, j'ai plutôt entendu la même chose que toi. Maintenant, encore une fois, sur ce sujet-là, je préfère pas m'avancer n'étant pas scientifique. J'essaie de me baser sur ce que j'entends. Oui, sur- parce sur que ce si on se base je sur ce peux qu'on entend, moi, ma mère est médecin, des Pardon. contacts médecins, j'en ai 50 Oui. 000. Très honnêtement, c'est plutôt hégémonique. Oui, Comme- pardon, je voulais dire pas sur ce que j'entends, mais sur les études palpables que je peux lire et sur les événements factuels. Tu vois, donc je me suis pas suffisamment renseigné sur le sujet de la diffusion et de la manière dont le virus va varier. Potentiel létal, les potentiels contaminants, contagieux. Ouais, je comprends. Mais en même temps, moi, j'avoue que j'estime à titre personnel qu'on a le droit, on devrait avoir le droit de prendre les risques qu'on souhaite sur notre propre état de santé, en fait. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, si on passe au tamis une seule journée de nos vies, des risques, on en prend incroyablement, quoi. Je suis 1000 fois d'accord. Et alors l'argument que donne le gouvernement, c'est si tu prends ce risque, tu prends le risque pour les autres puisque tu encombres les hôpitaux. Et à ce titre, tu es un danger pour la société. Mais les hôpitaux peuvent accepter de ne pas te prendre, alors. Bon, déjà, ça poserait des questions. Non mais, effectivement. attends, mais déjà je neutralise tout de suite ce truc. Ils peuvent accepter de pas te prendre, ils voient que tu es vacciné ou que tu n'es pas vacciné, t'es pas vacciné, ils te prennent pas. Tu peux aussi accepter ce risque-là, s'il est clairement énoncé de prime abord. S'il était... Ils nous refusent même cette possibilité-là, parce qu'en fait, argumentativement parlant, ils n'ont plus rien. Je pense que la raison pour laquelle ils ne veulent pas imposer cette idée-là, c'est parce que ça emmènerait vers d'autres débats et qu'ils veulent vraiment se dire ça y est, maintenant vous voulez soigner qu'une seule catégorie de la population. Ça emmènerait, je pense, sur des débats trop compliqués pour eux et sur lesquels ils n'ont pas envie de s'engager. Je veux vraiment se concentrer juste sur le pass sanitaire. Je suis d'accord, mais en tous les cas, juste philosophiquement, c'est entendable. Ouais, S'ils croient à ce qu'ils disent, ouais. ça pourrait être une conséquence envisageable, et des gens pourraient choisir de le faire en acceptant les risques qu'on leur a expressément divulgués, quoi. Donc, en connaissance de cause, avec un consentement libre et éclairé, ils acceptent néanmoins de ne pas le faire en sachant que s'ils ont un type de pathologie connexe au Covid, eh bien, ils ne seront pas pris en charge puisque mis au banc par rapport à ceux qui auront été plus diligents qu'eux, selon leurs critères. Donc, pourquoi pas, en vérité. Ça pourrait être... Moi, je suis... Reproche-t-on à un soldat d'aller sur le front ? Évidemment. Vraie question. Ils prennent beaucoup plus de risques. Leur reprochons-nous de leur trépas ? Non, on l'honore. Intéressant, ça aussi. Bon, personnellement, je suis pas du tout pour la solution que tu préconisais, donc en gros d'exclure les non-vaccinés en cas de... Moi non plus, je suis pas pour ça. Mais effectivement, ça aurait pu être proposé. Je développe leur logique, c'est Oui, pas pareil. tout à fait, évidemment. Mais je précise pour nous deux aussi, parce que sinon, d'accord, ça oui, pourrait être pris excuse-moi. autrement. Oui, c'est vrai. Il y a aussi l'idée de faire payer les soins pour les non-vaccinés. Bon, pareil, pour moi, ça devrait pas être un argument. Et cet argument de dire qu'on encombre les hôpitaux, pour moi, il est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'en période de pandémie, et même de manière générale, l'hôpital ne doit pas être un facteur qui fait modifier la liberté de ton peuple. Pourquoi ? Parce que si le gouvernement a une action complètement négative, qui fait n'importe quoi avec son système de santé, et que ça se répercute sur sa population, je crois bien qu'il y a un problème à un certain niveau. Et j'ai un exemple pour ça d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'en 2020, 5700 lits d'hôpitaux ont été fermés en pleine pandémie. Alors Véran l'a expliqué, effectivement, hein, avec beaucoup de mal d'ailleurs, il a essayé de l'expliquer. Je trouve quand même que c'est scandaleux. On est un des seuls pays à avoir perdu des lits d'hôpitaux, et quand bien même il y a une explication, ils auraient dû au moins stagner. C'est-à-dire quand tu es en période de pandémie, tu mets a priori une belle partie de ton budget pour que ton économie et que les gens puissent vivre sainement. Tu peux pas accepter qu'il y ait 5700 lits, quand bien même il y a un problème de personnel. C'est des problèmes qui peuvent être réglés par une revalorisation, pas seulement salariale, mais sur tout un tas de points. Et c'est au gouvernement de s'en charger, mais certainement pas de faire porter à la population la culpabilité de son incompétence. Ça, pour moi, c'est un point extrêmement important. Et si demain, on se met à accorder des populations aux uns aux autres en fonction des capacités en réanimation, capacités de nos lits d'hôpitaux, ça risque de poser des sérieux problèmes le jour où on aura une réelle guerre ou que sais-je. Donc ça, pour moi, de toute façon, c'est pas un argument. Et lorsque la marée monte, une vague,
faut que les digues soient prêtes. Donc il faut augmenter la capacité des hôpitaux. Il ne faut pas la diminuer et il faut augmenter les capacités de manière, comme voilà, j'ai déjà dit, mais à ce que les gens puissent vivre normalement et pas cloîtrés chez eux ou pas divisés parce qu'on n'a pas été capable de mener une politique adéquate face à un problème de pandémie majeure. Je suis complètement d'accord, parce que pour moi, je suis dans la responsabilité, dans la liberté, l'acceptation des risques. Le fait qu'en plus, comme tu l'as déjà évoqué très bien, c'est pas une maladie qui touche uniformément toute la population. Donc, il y a lieu de discriminer, parce que la maladie discrimine elle-même, voilà, tout simplement. Mais bon, je pense que du coup, tu vois, c'est un problème aussi un peu plus fondamental que ça. Je pense que c'est aussi lié à ça. La volonté de ne pas discriminer en tout et pour tout conduit aussi à cette bêtise-là, je pense. C'est quelque chose à creuser. Et au-delà de ça, je voulais ton avis sur un truc qui s'était produit au début, enfin à la période premier confinement, tout ça, qui moi m'avait révolté. Mais révolté, l'impossibilité qui fut faite à certaines personnes de se rendre à l'enterrement de leurs proches parce que mesures sanitaires, pas simplement le fait d'être vacciné ou pas, d'ailleurs je sais même pas s'il y avait les vaccins à l'époque, mais simplement parce que il fallait correspondre enfin, il fallait remplir certaines conditions sanitaires, donc être assez éloigné, enfin tu vois, des conneries comme ça. Je trouve ça monstrueux, moi. Mais monstrueux. J'ai trouvé ça monstrueux. Mais vraiment monstrueux, ça m'a brisé le cœur. On empêchait des gens de tenir la messe, on empêchait des gens déjà de voir les patients sur leur fin de vie, et dont certains en sont morts d'ailleurs. C'est-à-dire que le fait de subir l'isolement alors même qu'ils étaient hospitalisés, etc., bah, l'envie de vivre diminuant, bah, ils ont accéléré le processus mortuaire. J'ai trouvé ça monstrueux, moi, mais monstrueux, vraiment monstrueux. Bon, du coup, je te demande ton avis. Toi, évidemment, tu connais le mien. Bien sûr. Mais moi, vraiment, ça m'a vraiment heurté, quoi. C'est évidemment scandaleux. Ce que j'en pense, c'est qu'à l'époque, déjà, il y a eu toute cette folie, toute cette crainte autour du Covid, et particulièrement au départ, on a été jusqu'à accepter des choses complètement inacceptables et complètement abominables, comme celle de, comme tu viens de le dire, d'isoler des personnes en phase terminale, qui finalement auraient juste préféré, je pense, voir leurs enfants, quitte à mourir du Covid. Évidemment, évidemment. Humainement, c'est terrible. C'est terrible. Et hier, il y a d'autres cas similaires, même des personnes âgées, pas forcément en phase terminale, mais plutôt qu'on a isolées en fait, pendant ce Covid. À la base, le principe du confinement, c'est de sauver les personnes âgées. On empêché de marcher aussi. On a empêché de marcher. Ah, bah oui, donc des gens qui avaient besoin de marcher pour préserver l'usage de leurs jambes, qui du coup l'ont totalement perdu après. Tout à fait. Moi d'ailleurs, ma grand-mère, avant d'avoir la VC et tout, c'est ce qui s'est passé aussi, tu vois. Elle sortait plus, donc elle marchait plus, elle restait chez elle, et du coup elle est devenue incapable de marcher, ni plus ni moins. Tout à fait. Il y a ce problème-là, et t'es pas le seul à en parler d'ailleurs. Il y a aussi le problème des interactions, c'est-à-dire qu'à un certain âge, quand tu n'as aucune interaction, que tu es tout seul, tu bouges pas, que tu marches peu, que tu vois pas tes petits-enfants parce que on te protège, hein. Attention, on a protégé les personnes âgées. Et au final, ça a été pour la plupart des personnes âgées malheureusement contre-productif, qui se sont retrouvées complètement isolées, complètement paralysées. Et à cet âge-là, quand il n'y a pas d'interaction, quand il n'y a pas de stimuli, il y a un déclin qui se fait assez rapidement. Donc, bon, ça, c'est un effet, voilà, forcément, c'est pas à propos du pass sanitaire, mais par rapport au confinement et par rapport aux mesures politique sanitaire. Voilà, politiques sanitaires qui ont été prises, c'est complètement à côté de la plaque. Franchement, j'ai vraiment souffert de ça. Ouais. Et je trouve ça dégueulasse, quoi. Et j'en suis sûr, parce que tu sais, moi, ma grand-mère, avant la crise, 97 ans déjà à l'époque, elle montait et descendait ses 4 étages en colimaçon tout seul, sans ascenseur, tu vois. Tu te rends compte ? Ouais. Elle avait toute sa tête, etc. Et ben un peu après le Covid, et le confinement, etc., elle était confinée chez elle, ne sortait plus, c'était une aide de vie qui faisait tout. Bon, bah, du coup, elle marchait moins bien. Là, actuellement, son équilibre, il est complètement quasi inexistant. Et forcément, derrière, il y a un isolement affectif qui s'en est suivi. Et moi, je leur en veux. Moi, je trouve le gouvernement... Rien que pour ça, je le trouve criminel. Et je suis sûr que c'est à cause de ça. Ma grand-mère n'avait jamais eu aucun signe avant-coureur d'aucun de ces trucs-là. Aucun. La seule manière dont je peux expliquer ces décisions, c'est la crainte et peut-être disproportionnée qu'il y a eu dès le début vis-à-vis du Covid, et donc qui a justifié tout un tas de mesures extrêmement fortes et parfois contre-productives, puisque l'objectif de ces mesures était justement de protéger les gens comme ta grand-mère. Dès lors où tu sais que tu présentes des risques et que tu acceptes, en connaissance de cause, avec consentement libre et éclairé, de les surpasser, tu vois, parce que tu préfères une vie comme ça qu'une vie autrement, on ne doit pas te le reprocher dès lors où ça ne met en danger que toi, en fait.
D'autant qu'on accepte, on est quand même dans une société où on accepte l'avortement maintenant à partir du 9e mois. Je trouve ça très saugrenu. Oui, donc du coup, par rapport à toute cette politique, que au vu de ce que tu m'as dit, tu estimes un peu hypocrite, Oui. hein, et très électoraliste aussi, effectivement. Donc toi, tu trouves que le terme de suspension est vraiment un manque de respect adressé à la population, et tu gages qu'il signifie clairement qu'une fois que Macron sera cyniquement réélu, il remettra le pass, quoi. Alors je ne gâche pas, mais c'est une forte probabilité, d'autant que de ce que j'ai cru voir, à vérifier, mais dès mai 2022, il y a des commandes de Pfizer qui recommencent. Donc c'est effectivement un risque, et c'est très bien que ça recommence encore une fois pour les personnes à risque, mais si c'est pour nous remettre le pass vaccinal juste derrière, c'est très dangereux. Et dans le contexte actuel, avec les élections, avec tous les enjeux que ça inclut, je voulais citer cette phrase qui est accordée à Benjamin Franklin qui dit qu'un peuple qui est capable de sacrifier sa liberté contre un petit peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. Je trouve que cette phrase dit beaucoup de choses. Il ne faut pas la minimiser parce qu'on est en train de concéder beaucoup de nos libertés pour de la sécurité et ça m'inquiète. Et quand je vois que Macron, dans ses allocutions, dans la communication qu'il fait, aussi via Gabriel Attal, explique qu'il veut faire une société où les devoirs passeront avant les droits, ce qui, d'après moi et d'après, j'espère, beaucoup de monde, est contre la Constitution qui explique que les hommes naissent libres et égaux en droit, est très dangereux. Parce que d'après moi, certes, on a tous des devoirs, mais ce n'est certainement pas à l'État enfin, en tout cas pas à un président, Emmanuel Macron, de définir quels sont les devoirs qui vont donner accès à certains droits. En tout cas, pas de la manière dont c'est mené actuellement.